Giuliana Lozano de Bilis. Bilis, c'est le pôle étudiant le pôle de l'Université de Lyon pour les entrepreneurs, et soit les entrepreneurs, les curieux entrepreneurs ou les entrepreneurs qui souhaitent se faire accompagner. Je vais vous présenter tout ça à la fin. Je vais passer le micro à Monsieur Delmas qui va vous présenter son entreprise. Et à la suite, on aura Monsieur Petit, pareil, qui va nous présenter son expérience d'entreprise. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc Jacques Delmas, société Delnet. Je vous propose de vous présenter un petit peu le parcours que j'ai eu pour la création de cette entreprise. Donc Delnet, c'est une structure que j'ai créée en 2008. À l'époque, j'étais étudiant à l'IUT en deuxième semestre. Donc c'est une entreprise qui fait de l'informatique et qui a connu plusieurs stades de transformation, tant sur la cible client que sur la manière de fonctionner. De manière assez simple, en 2004, j'ai mon bac, je démarre des études de médecine à l'école de santé des armées, donc en tant que militaire, et je rate le concours de médecine. Je faisais de l'informatique depuis petit. Je gérais le réseau informatique de mon collège et de mon lycée quand j'étais là-bas. Et donc, vient la question de se réorienter. Et à ce moment-là, je pars sur l'informatique à Lyon 1. En 2008, donc, j'intègre l'IUT et je commence à l'IUT. En 2010, mon entreprise a un petit peu trop grossi. Donc, à l'époque, l'auto-entreprise n'existait pas. Ça s'appelait une micro-entreprise. C'était une entreprise à part entière, à part qu'il n'y avait pas de TVA. C'est une forme de simplification administrative. En 2010, mon entreprise a un petit peu trop grossi, donc je change de statut et je deviens une entreprise en nom propre, comme des millions de personnes, par exemple les médecins, les avocats, beaucoup d'architectes. Donc c'est une structure où on n'est pas une société, mais c'est nous qui portons la responsabilité à notre nom de ce que fait l'entreprise. En 2012, je termine mes études. Donc je termine un M2 CIR, qui maintenant s'appelle SRIV, au département informatique. En 2014, arrive un point un peu clé, et on va voir ce que ça implique au niveau du chiffre d'affaires. Je me sépare de petits clients, c'est-à-dire que quand j'ai créé ma structure en 2008, je ciblais des entreprises de 10, 12, 15 personnes et je gérais leur réseau informatique. Au fur et à mesure de mon développement, je me suis mis à cibler des entreprises plus grosses. Et en 2014, j'étais encore tout seul à l'époque au sein de la structure. Il m'arrive une problématique, c'est que je n'ai plus le temps de développer parce que je passe beaucoup de temps à réaliser mon métier, donc gérer des parcs informatiques, pour des petites structures. À ce moment-là, je décide de revendre une partie de cette clientèle-là, de la transmettre avec un accompagnement, parce qu'il y avait un lien d'individu qui était fort au sein de cette structure, avec ces clients-là. Je le transfère à quelqu'un d'autre qui avait pour objectif de développer ce segment de TPE, de toutes petites entreprises. En 2016, ça faisait quelques années que j'étais en recherche, j'intègre une personne comme associée au sein de la structure. Et on va discuter de pourquoi. En 2017, on devient opérateur télécom. Et en 2018, on fait un rachat d'une structure et en même temps, on fait un développement avec une autre structure. Donc on change d'organisation, on passe de quelqu'un qui est tout seul au départ à aujourd'hui une structure de 6 personnes. Ça se concrétise comment en termes de chiffre d'affaires? Ça se concrétise comme ça. En 2008, je faisais 10 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va clôturer à 700 000 €. Donc c'est notre phase de croissance. On voit bien les différentes phases. On voit bien qu'en 2012, il y a eu cette période un peu de flottaison, là, jusqu'à 2016. Puis en 2016, parce que j'ai enfin intégré quelqu'un, j'ai pu développer réellement la structure. Et on voit que 2017 est vraiment un moment charnière dans notre développement, parce que c'est là que devient réellement concret le fait qu'on ait une société et le fait qu'on travaille en équipe. Souvent, on dit qu'ensemble, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Quelque part, on est passé de cette phase-là en 2012, où j'étais tout seul, à en 2018, où effectivement, on a une vraie croissance. Alors, pourquoi toutes ces étapes? Première étape, pourquoi créer une entreprise? Je pense que la démarche d'entreprendre, ça va au-delà d'une démarche professionnelle. C'est un désir personnel de vouloir construire quelque chose. Historiquement, au sein de l'université, j'ai été assez présent, par exemple, sur les associations étudiantes. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était important d'être à l'initiative de ce qu'on vivait au sein de l'université. Dans ma vie professionnelle, le fait d'entreprendre, ça a été pour moi une manière de maîtriser ma vie, de choisir comment j'avais envie de travailler et de faire que le matin, je sois motivé pour aller travailler. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel.
Est-ce que c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup d'argent? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je suis dans un segment qui est le segment de l'informatique, où j'ai des propositions en tant que salarié qui sont plus importantes que ce que je gagne aujourd'hui, probablement pour un effort qui serait moindre. Pourquoi je choisis d'être entrepreneur? Parce que j'ai envie de pouvoir justement être à la source des manettes qui permettent de faire fluctuer comment on travaille, combien on gagne et pourquoi on fait ce métier-là. Et je pense que c'est ça la première valeur d'un entrepreneur. C'est avoir envie de prendre les choses en main et d'être quelque part le vrai responsable de ce qui va se produire dans sa vie professionnelle. Est-ce qu'on est obligé de créer une entreprise pour faire ça? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intraprendre, le fait d'entreprendre au sein d'une grande structure. Les grandes structures sont en phase de rénovation totale. Le monde est en train de changer, l'informatique est en train de devenir vraiment le paradigme fort du fonctionnement de l'entreprise, et ces entreprises qui sont très grosses ont besoin de changements en interne. Donc il est tout à fait possible d'entreprendre sans être quelque part un dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire qu'au sein de grands groupes, il est tout à fait possible de mettre en œuvre quelque part des vecteurs et des motivations de changement qu'on pourrait porter seul. Donc tout ça, c'est une question finalement de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'être au contact de clients finaux et de les accompagner dans leur changement, parce que je suis convaincu qu'une de mes caractéristiques, c'est la capacité d'interagir avec ces gens-là, et c'est une de mes motivations. Donc quelque part, apporter un socle technique à des gens qui ont besoin de confiance et d'échange. Et là, on arrive au deuxième point. Donc ça, c'était pourquoi entreprendre. La deuxième question, c'est pourquoi, quelque part, avoir attendu 2016 pour se développer réellement. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un associé. Aujourd'hui, mon métier, c'est de garantir à des PME et des ETI, donc des petites et moyennes entreprises d'à peu près 100, 150 personnes, et des ETI, des entreprises de plus de 200, donc de 200 à 2500 personnes, le fait que leur système informatique marche. Comment je peux leur garantir ça en étant tout seul? C'est pas possible. Si demain je me casse une jambe en faisant du ski, il n'y a plus de service. Donc finalement, en 2016, le fait d'intégrer un associé, c'est une manière de garantir qu'en cas de problème, il y avait toujours quelqu'un pour faire tourner l'entreprise. Pourquoi le faire maintenant et pas le faire après? C'est-à-dire pourquoi ne pas d'abord rentrer des salariés, puis faire rentrer un associé? Parce que je suis assez convaincu que la qualité de notre équipe est avant tout fondée sur le lien qu'il y a entre ses membres. Comment je peux développer une équipe avec 2 leaders si le deuxième leader arrive après et n'a pas construit l'histoire avec ceux qui sont arrivés, qui sont les gens qui doivent manager? Donc ça, c'est un petit peu notre particularité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu créer ma société et non m'intégrer dans un grand groupe pour faire un changement. Donc finalement, on voit que cette étape en 2016, elle est ultra fondatrice. Et c'est ce qui fait que je passe d'une entreprise en nom propre à une vraie société. Et à partir de là, parce que j'ai ce partenaire qui est mon associé, avec qui j'ai un lien très fort, je peux développer. Donc quelque part, cette phase, pour moi, c'est le vrai fondement de ma société. Et pour moi, ma société, elle s'est vraiment créée en 2016. Et c'est aussi très important parce que ça veut dire que mon associé est aussi le créateur de la société dans laquelle on travaille. Donc quelque part, c'est aussi une question d'état d'esprit et de regarder comment on voit les choses. Est-ce qu'on est une start-up? Parce qu'aujourd'hui, c'est un des termes beaucoup à la mode. Une start-up, il faut créer une start-up, etc. Non, nous ne sommes pas une start-up. Pourquoi? Parce qu'une start-up, elle porte une idée nouvelle. Or, nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose que des dizaines de confrères font, c'est-à-dire qu'on gère des parcs informatiques et on fournit du réseau. Effectivement, on approche le sujet un peu différemment. C'est ce qui nous différencie. Mais notre métier, c'est un métier qui existe déjà. Nous ne sommes pas dans une phase d'hypercroissance. La logique d'une start-up, c'est qu'en quelques mois ou quelques années, elle va valoir beaucoup et générer beaucoup de chiffre d'affaires. Ce n'est pas notre approche. Qu'est-ce que cela change? Ça change qu'une start-up, au départ, elle est déficitaire. Et elle est déficitaire, en général, pendant un grand cycle, qui est son cycle, finalement, de maturation. Nous, ce cycle-là, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, notre activité, alors qu'elle est modeste, nous ne sommes que 6 et nous ne faisons que 700 000 € de chiffre d'affaires, nous ne sommes pas dans une phase de déficit. Nous sommes une structure qui est saine. Et le dernier point, c'est qu'une start-up, très généralement, fonctionne avec des levées de fonds par cycle et qui sont aujourd'hui nommées et organisées. Or, ce n'est pas notre cas. Nous fonctionnons que sur du financement, aujourd'hui, en nom propre, sur nos propres capitaux. Donc, nous ne sommes pas une start-up. Donc là, c'est pourquoi. Est-ce qu'on pourrait devenir une start-up? Peut-être. C'est-à-dire que si demain,
nous changeons de modèle, nous voulons faire une forte croissance, nous serons obligés effectivement de faire un financement fort, donc d'aller chercher des fonds, et nous pourrions rentrer dans un mode d'hypercroissance de type start-up. Pourquoi nous ne le ferons pas? On ne le fera pas parce que, comme vous l'a présenté la conférence juste avant, le marché rhône-alpien aujourd'hui est déficitaire en compétences dans le milieu informatique. Donc, si nous rentrons dans une phase d'hypercroissance, nous serons en incapacité d'assurer un niveau de service élevé auprès de nos clients. Or, c'est notre marque de fabrique. Donc, nous serions dans une phase où nous aurions beaucoup de demandes avec pas de compétences à mettre au bout et donc nous offririons un mauvais service. Donc voilà, ça c'est tout à fait notre démarche. Là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que finalement une entreprise, c'est un individu ou plusieurs, et très rapidement c'est plusieurs individus, qui parce qu'ils ont des affinités communes et une vision commune, décident de construire quelque chose ensemble. Ce quelque chose, quelque part, c'est pas tant le plus important. Le plus important aujourd'hui, dans ce qui m'anime dans le fait d'être entrepreneur, c'est pas de faire de l'informatique. C'est de faire en sorte d'avoir une équipe qui, ensemble, fournit un service de qualité à des clients. Et ça, c'est mon vrai vecteur de motivation. Et si demain, je venais à faire autre chose de l'informatique, probablement qu'on retrouverait ce vecteur de motivation. Parce que c'est aujourd'hui ce qui fait que je suis heureux de faire cette activité-là. Voilà. Donc voilà. J'ai essayé de vous présenter un petit peu la raison pourquoi j'ai voulu entreprendre, et finalement, quelle approche fait qu'aujourd'hui, d'une part, cette entreprise fonctionne, mais surtout, je suis content de le faire. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps quand on entreprend? Oui, clairement. Aujourd'hui, la majorité de ma vie, c'est de travailler. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que ce que j'ai fait dans cette activité-là, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc toutes ces questions-là, je pense qu'elles doivent être mises en perspective dans votre questionnement de est-ce que vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur? Est-ce qu'il y a un moment précis dans la vie où on est bien pour entreprendre? Je ne crois pas. J'ai la chance de faire partie d'un club de dirigeants où on a des gens qui ont commencé à entreprendre comme moi à 23 ans et d'autres qui ont commencé à entreprendre à 50 ou 60 ans suite à une carrière professionnelle et qui ont voulu lancer finalement un nouveau cycle dans leur vie. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon moment et c'est vraiment une question personnelle de où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui m'anime. Voilà. Merci pour votre écoute. Pendant qu'on fait les petits réglages techniques, donc je suis Pascal Petit, directeur industriel de la société Apil. Donc vous allez voir, on est une toute jeune société, comme disait M. Delmas. On peut être aussi entrepreneur à 50 ans. Surtout, je suis là en tant qu'ingénieur et pour partager avec vous notre retour d'expérience sur une activité industrielle, la conception et la fabrication d'objets techniques. Et sans faire de clivage, aujourd'hui, il n'y a pas assez de techniciens, de scientifiques et d'ingénieurs pour créer. Et ce que je voudrais partager avec vous, vous montrer, c'est que vous avez tous les atouts, vous, en tant que technicien ingénieur, pour créer. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « Le savoir-faire métier, c'est un enjeu stratégique ». Et c'est vous qui l'avez de par votre technicité. Alors, qui sommes-nous? Donc, si vous avez fait un peu de marketing et de stratégie, on vous dit qu'il faut segmenter votre activité. Alors, nous, on l'a hyper segmenté, vous comprendrez après pourquoi. Donc, on se présente comme concepteur et fabricant de systèmes de levage de personnes pour des petites hauteurs, moins de 6 mètres. Donc, on a hyper segmenté. Et aujourd'hui, on est une TPE de 4 personnes qui a été créée en 2014. Et on conçoit, on assure l'engineering donc de production, mais on sous-traite toute la fabrication. Et je vous en dirai 2 mots pourquoi aussi après. Alors, pourquoi cette idée? Le travail, alors on est parti d'un constat qui est que le travail en hauteur est le plus accidentogène. Aujourd'hui, c'est 38% des accidents du travail et c'est surtout 28% des décès dans le BTP. En 2004, il y a eu un pavé de lancer dans la mare par les CARSAT, les organismes des sécurités sociales. Et donc, ce décret a interdit l'utilisation d'échelles et d'échafaudages pour travailler. Les échelles et les échafaudages, aujourd'hui, ne sont que des systèmes
des moyens d'accès et pas des équipements de travail. Donc du coup, cette réglementation, elle a créé un besoin sur le marché qui n'était et qui n'est toujours pas encore honoré par, on va dire, les acteurs majeurs. Et ce qui fait qu'il y a eu une place à prendre, et cette place, on l'a pris, elle est une place à prendre par les petits acteurs. Les grands acteurs qui produisent aujourd'hui des échelles, des nacelles que vous connaissez tous, ne sont pas allés sur ce marché qui est pour l'instant un marché de niche. Et puis les fabricants d'échafaudage ont essayé d'aller sur ce marché, mais ont bidouillé des équipements, vous voyez, au milieu des sortes de petites plateformes et qui ne répondent pas aux attentes du marché. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que techniciens ? On s'est appuyé, et c'est là où je voudrais vous passer le message. Vous, en tant que technicien, que scientifique, vous avez cette connaissance technique. Nous, en l'occurrence, la connaissance technique des normes et des pratiques métiers. Donc, du coup, en s'appuyant sur cette expertise, on a eu deux idées qui ne sont pas transcendantales, mais qui ont fait toute la différence. La première idée, sur notre produit, pour attaquer le marché, finalement, on va mettre les roues, non pas sur la base, on va mettre les roues sur le panier. Alors, pourquoi ? Ça change totalement le produit, parce que vous avez la réglementation qui vous impose de pouvoir passer un nez de trottoir de 20 cm. Donc, vous êtes tous physiciens, vous savez que pour ne pas basculer quand on est en hauteur, il faut mettre du poids en bas. Donc, du coup, nous, avec les roues sur les paniers, on est systématiquement au sol quand on se déplace. Donc, on ne bascule jamais, donc pas besoin de poids. Et puis, une deuxième idée, tous les produits aujourd'hui faits par les grandes majeures ont un système de mât. Ce système de mât vous interdit d'avoir une certaine flexibilité. Et nous, on s'est dit, on reprend un vieux principe, donc on est loin de la grande innovation, qui est d'utiliser une vis sans fin qui monte le long d'échelles. Du coup, on a déposé 2 brevets, et ces brevets nous ont permis d'avoir un avantage décisif, surtout pour attaquer le marché, parce que quand vous êtes un nouvel acteur, un tout petit acteur, pour être audible, pour vous faire entendre, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et vous, en tant que technicien, un des premiers enjeux pour vous, ça sera de protéger vos idées, qui vont vous démarquer par rapport à la concurrence. À tel point que nous, on a déjà un brevet qui est copié par une grande majeure, on va dire, transalpine. Donc, on est déjà en train de travailler avec nos avocats pour voir comment on va réagir, voir si on négocie des licences ou alors on négocie l'achat de leurs produits. Le deuxième point, vous devrez asseoir votre crédibilité. Vous êtes nouveau, vous êtes une toute petite structure, vos clients, et vous vendez des produits techniques, donc vos clients vont avoir le certain souci d'assurer la pérennité de votre produit. Et je dirais, en tant que technicien, votre expérience technique et industrielle va jouer aussi en votre faveur. Pourquoi ? Parce que nous, par exemple, on nous a demandé de justifier nos conceptions. Nos produits sont forcément testés par des organismes agréés. Et quand on a commencé à démarcher des grands groupes du BTP, on a vu leur ingénieur de sécurité. Et comme on était une toute petite structure, on a dû justifier nos conceptions et en même temps rassurer sur notre schéma industriel et sur notre capacité à respecter la qualité, à respecter les délais. Un point que je voulais partager avec vous, c'est que vous avez des compétences. Par contre, il faudra aller chercher d'autres compétences. Et vous aurez conçu votre produit, vous aurez fait les prototypes. Par contre, vous allez être confronté dans un deuxième round à le faire fabriquer, à lancer des pré-séries à un prix si possible, un coût si possible économique pour ne pas perdre de la marge dès les lancements. Il ne faudra pas hésiter à aller chercher des compétences et je dirais, vous êtes dans une région
plus que favorable, avec un tissu industriel de petites PME qui ont des vrais savoir-faire. Et il faudra vendre votre produit et aller chercher auprès de ces fournisseurs une compétence qu'on a oubliée aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler des bons vieux ingénieurs méthodes qui, de par le passé dans l'automobile, reprenaient tout ce qu'avaient fait les bureaux d'études pour en faire des produits fabricables. Aujourd'hui, c'est vos sous-traitants, c'est les sous-traitants qui ont cette compétence et il faudra pouvoir aller la chercher. Et ça, c'est important. En parallèle, vous aurez un souci. En tant que technicien, on oublie souvent la finance. Il ne faut pas oublier que dans notre monde hyper financiarisé, si vous n'avez pas un minimum de financement, vous aurez toutes les difficultés à développer votre entreprise et surtout pour lancer les premières productions. Donc, un point important que je voulais vous faire partager, c'est la recherche aussi de soutien financier. Et ça, en tant que technicien, on est un petit peu loin de ce monde-là. Vous aurez à financer vos études, vos protos, et là, vous allez pouvoir trouver des partenaires comme BPI, des partenaires comme la région. Vous allez pouvoir financer sans trop de problèmes tout ce qui est immatériel, études, conception, investissement de départ. Mais quand il faudra réaliser les pièces, acheter les composants, payer vos fournisseurs, vous n'aurez pas beaucoup de soutien et surtout pas celui de votre banquier qui vous verra arriver en tant que jeune entrepreneur avec un grand sourire, qui va vous parler des frais à payer, mais qui va visiblement attendre au moins 1 an pour voir si vous avez démarré votre business, si vous vendez avec des marges conformes à votre business plan. Donc, si vous voulez vous lancer, le petit conseil que je pourrais vous apporter, ok, vous allez engager des investissements dans vos études, dans vos prototypes, gardez des financements pour lancer les premières productions parce que vous en aurez besoin et là vous serez seul pour les assumer. Alors, en conclusion, si je pouvais me permettre de vous donner quelques conseils, en tant que technicien, en tant que scientifique, capitalisez votre savoir-faire. C'est grâce à ce savoir-faire que vous aurez, ou que vous avez peut-être déjà, l'idée pour entreprendre, et ça sera votre crédibilité, ça sera la valeur ajoutée de votre entreprise. Soyez toujours à l'écoute de vos clients. Alors, ça, c'est un point aussi important parce qu'en tant que technicien, on a tous le travers d'imaginer avoir l'idée super dans notre petit environnement. Mais en réalité, ceux qui portent le besoin, ce n'est pas vous, c'est vos clients. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique tellement rapide que, grosso modo, au bout de 3 ans, votre plan stratégique est à revoir. Et qui va vous donner les grandes tendances de votre environnement? Qui va donner l'évolution, les grandes tendances dans l'évolution de vos besoins? Ça va être vos clients. Et en tant que technicien, on a trop souvent tendance à l'oublier. Et puis, le dernier point, comme je le disais tout à l'heure, on est technicien, on n'est pas trop financier, mais manque de bol. Il faudra penser au financement de votre activité, parce que sans ça, vous aurez une belle idée, mais elle restera dans les cartons. Et donc, pour finir, alors je dirais, c'est un petit peu histoire de mettre un peu de poil à gratter. Votre produit est beau, votre entreprise vous ressemble et vous plaît. Alors, si vous avez une belle offre, n'hésitez pas à la vendre. Pourquoi? Alors ça, c'est à titre de poil à gratter. Pourquoi? Parce que l'environnement évolue énormément. Et si vous n'avez pas atteint une taille critique pour pouvoir continuer à développer vos produits, pour pouvoir avoir une position dominante sur le marché, l'environnement, vos concurrents, les nouveaux arrivants autour de vous changent la donne et vous pouvez, même si vous avez une super idée, vous avez une super expérience au départ, au bout de 3 ans, 4 ans, vous pouvez peut-être ne plus être dans la tendance du moment.
Voilà en quelques mots. En tant que technicien, je m'adresse à vous en tant que technicien. L'aventure mérite d'être vécue et je vous souhaite une bonne chance et puis un bon vent. Voilà. Mais n'ayez pas de scrupules, vous avez tous les atouts pour réussir. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Delmas et merci Monsieur Petit. Vous avez eu deux visions vraiment complémentaires. Je pense que, alors, je sais pas, il y a beaucoup peut-être, je sais pas quels sont, si j'ai des personnes qui ont des idées, qui sont juste curieuses. Alors, on a eu plein d'informations, des mots que peut-être on connaît pas tout à fait. Et on a vu un petit peu la différence entre qu'est-ce qu'est une entreprise, une petite entreprise, une start-up, et les étapes, le financement. Je pense que c'était une belle manière de résumer. Et donc du coup, qu'est-ce qui est Belize en quelques mots, parce que du coup on a la chance d'avoir un stand aujourd'hui ici. Est-ce que j'ai des personnes dans la salle qui connaissent déjà Belize, qui ont déjà entendu parler de Belize? Oui, quelques-unes. Super. Alors, Belize, je vous disais à l'introduction, c'est les services, c'est le pôle étudiant. On cherche à encourager l'esprit d'entreprendre. Alors, attention, l'esprit d'entreprendre va bien au-delà de la création d'entreprises. Donc, on pourrait parler de ça, c'est-à-dire que si vous êtes là tout simplement parce que vous êtes curieux par le sujet, si c'est des choses qui vous parlent, vous ne savez pas encore quoi faire de ça, on vous accueille, on a des services dédiés ou des programmes à vous proposer en fonction de vos envies, de vos besoins ou de vos curiosités. Donc, je vous disais, on a un peu séparé nos programmes, la sensibilisation, l'approfondissement. On peut aussi vous accompagner, vous former, et puis préparer l'accélération pour les personnes qui ont déjà créé. Ce sont tous des programmes de l'université, donc dessinés, créés pour vous tous. Et pour certains d'entre eux, sont aussi disponibles quand vous serez jeune diplômé. Beaucoup d'informations. Et donc, dans n'importe quel cas, je vous ai dit, si vous avez des questions, on vous a parlé aussi, comme si vous étiez déjà tous en train de vraiment vouloir créer quelque chose, peut-être, oui, non. Et donc, si vous avez une idée, si vous n'avez pas du tout une idée, si c'est des sujets qui vous parlent, si vous êtes déjà sur un de nos programmes, mais vous avez envie d'aller plus loin, sachez, il y a aussi des choses liées à vos études, donc on pourrait échanger tout à l'heure, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Sinon, vous avez aussi facilement toutes nos informations sur belize.org et je vous attends donc sur l'espace Startup. Je peux aussi, donc je suis sur place, j'ai un bureau ici au quai 43 et si vous avez les moindres questions, il y a mes coordonnées, voilà, je vous laisse mes coordonnées, mais n'hésitez pas, profitez-en, on est sur place. Et l'après-midi, si vous êtes là, il y a aussi le programme de la FEE, donc c'est un programme en partenariat entre l'INSA et Lyon 1. Vous avez aussi accès, on a parlé de porteurs de projets et on a parlé également de cette équipe qu'il faut former. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée pour tenter l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir accompagner ces personnes-là. Vous pouvez tester des formats d'une journée, vous pouvez tester des formats de 6 mois ou vous pouvez tester votre idée pendant un an avec le statut étudiant-entrepreneur. Merci beaucoup.